Bonsoir, mesdames et messieurs. François Saint-Louis au micro sur radiofocité.com en ce 1er mars 2018. Carl Brochu est avec moi en studio en ce jeudi soir. La fin de semaine approche à grands pas. Et c'est ça, ça se poursuit au Bloc québécois. Est-ce que Martine Ouellette va, oui ou non, démissionner? Ça, c'est ce qu'on va voir. On peut prédire un peu, là, déjà, si elle va rester ou non. Mais reste une chose, c'est que ce soir, on va parler de tout ça. Et on va parler aussi d'autres sujets. On va ouvrir les lignes un petit peu plus tard, vers 22h30. 22h, mesdames et messieurs. Alors, là, j'ai tout de suite, attendez, là, j'ai quelqu'un, là, oui, il y a Éric Dubé qui attend déjà depuis fort longtemps, peut-être 4-5 minutes. Je m'excuse, mon cher Éric. On va avoir Alexis Cossette-Trudel à 22h. Salut, Carl. Je sais que tu poursuis en studio. Oui. Oui, ça va bien? Oui, ça va très bien. Je suis très content qu'on ait accepté l'invitation de... J'ai parlé avec Alexis. Ça fait une couple de jours que je m'entretiens avec lui. Puis, donc, à 22h. Hein, oui, puis j'aime beaucoup son angle d'analyse. Il va nous aider à comprendre beaucoup de choses, entre autres, que l'UPAC essaie de nous embrouiller. OK. Donc, c'est ça. On va donc, Alexis Cossette-Trudel, 22h, mais sans plus tarder. Éric Dubé est avec nous. Éric Dubé, salut. Salut François, ça va bien? Salut Carl. Salut Éric. Excuse-moi du retard, là, les gars de sport quittent toujours un peu plus tard. Donc, mesdames et messieurs, Éric Dubé, connu ici sur radioinfocité.com de l'émission Les Chiens Fous. Éric, tu es président du Bloc québécois du comté de l'exécutif du comté de Mirabel. C'est bien ça? Effectivement, c'est ça, François. Écoute, moi, je suis président depuis dans mon 3e mandat. Là. J'ai débuté mon 3e mandat il n'y a pas si longtemps, là, dernièrement. Là. Et là, tu fais une lecture de tout ce qui se passe en ce moment. De quelle façon on entend toutes sortes de choses, mais il reste que la chef du Bloc québécois, Martine Ouellette, a quand même perdu, et le Bloc a perdu 7 députés d'un coup hier matin. 70% de la députation du Bloc québécois. C'est du jamais vu. Parfois, on voit 2, 3, 4 députés, 5, 6, parfois, c'est déjà beaucoup, là, quand un parti a 25, 30 députés, mais là, 7 sur 10, c'est énorme, là, puis là, toi, tu vois ça comment? C'est quoi ta lecture des choses, Éric? Écoute, François, moi, ma lecture des choses, je veux juste mettre en perspective. Moi, j'étais pas là au début, là, quand ils se sont fait élire le Bloc en 2015, là, je crois. Sauf que moi, je suis arrivé comme un an après. Et puis, l'année passée, quand il y a eu la supposée course là, avec Mme Ouellette, moi, sérieusement, juste pour mettre vraiment les gens en contexte, moi, j'étais comme enthousiaste à sa venue au Bloc, là, sérieusement. Malgré tout ce qu'on entendait sur elle, sur son caractère, et sur son attitude, mettons, qui est un peu fermée et un peu comme autoritaire dans ses façons de voir les choses et d'imposer ses visions. Moi, je me disais, peut-être que c'est des gens qui, j'imagine, comme militant, là, François, tu dois avoir vécu ça, là, les oui-dire en politique, là, il faut pas se fier à ça trop, là. Ah, écoute, les oui-dire, on appelle ça souvent des rumeurs, mais rumeurs, il reste que, là, on n'est pas devant des rumeurs. Il y a cette démission. Moi, j'ai tout de suite observé ça. Quand Martine Ouellette dit, là, pour vraiment là, mettre les choses au clair, quand Martine Ouellette dit que c'était comme ça un peu avant, ça, c'est tout à fait vrai. Moi, j'en ai jamais parlé, même quand je fais mes chroniques aux Chiens Fous. Je pense que je l'ai nommé une fois. Je pense que c'est Claude, à un moment donné, qui l'avait nommé comme quoi j'étais président du Bloc. Moi, je l'ai nommé peut-être une fois ou deux. Mais, tu sais, c'est pas... tu sais, je veux pas nécessairement parler de ce qui se passe nécessairement à l'intérieur, tu sais, parce que je me dis, faut toujours laver notre linge sale en famille. Et là, ce que j'ai observé au dernier conseil général, j'étais vraiment déçu, là.
écoute, Martine Ouellette est allée dénoncer la fuite, mais devant les médias. Elle disait comme quoi que les souverainistes, ils ne devaient pas se diviser. Moi, tu sais, je voyais tout de suite là, que c'était un peu du n'importe quoi parce que on a essayé de nous faire. En fait, ils nous ont fait voter sur des documents qu'ils nous avaient jamais envoyés. Pour mettre en contexte, là, c'est que ce qu'on vit nous autres au Bloc, c'est que il y a comme le Bureau national qui est noyauté par Mario Beaulieu et Martine Ouellette et tout Xavier Barcelou, là, toute cette cohorte-là là, qui supporte Martine Ouellette. Et ça, avant la venue de Martine Ouellette, c'était un peu comme ça aussi. Là. Il y avait un peu de tiraillement envers tous ces gens-là. Moi, j'en ai jamais parlé parce que, comme tout est su, là, c'est pas grave si j'en parle ce soir. Là. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens là, ce qui se passe. Là. Je veux dire, c'est pas digne d'une chef là, je veux dire, tu peux pas perdre cette députée là, qui est dans ton équipe, surtout quand tu n'es même pas un parti officiel. Là. C'est vraiment du gros Oui, parce que là, quoi, on pensait on espérait qu'il était possible d'aller recruter 2 députés NPD. Il y en avait un dans le coin de Vachon, là, dans le comté de Martine Ouellette. Oui. Donc, ça aurait fait 11, puis un autre qui arrive, mettons, ça fait 12. Ça fait que le parti devient reconnu. Ouais. Et bon, en tout cas, ça, c'est des joutes parlementaires, des règlements du Parlement d'Ottawa, mais sauf que ça, c'est pas si grave que ça. Il reste que c'était des députés du Bloc. Là. C'est seulement qu'à Ottawa que t'as pas reconnu. Sauf que, oui, je retiens ça, moi, quand elle a dit dans son discours, il y a 2-3 semaines, un congrès du Bloc, comme quoi elle a pris le micro, puis a commencé à semoncer des gens qui laissait couler de l'information. Mais moi, je répondrais quelque chose à Mme Ouellette là-dessus tout de suite. C'est pas son attaché politique qui a laissé couler de l'information dernièrement, qui a été obligé de démissionner, de s'en aller, non? Ça, je pourrais pas te répondre à ça, François. Vérifie ça comme faux, là. Vérifie ça comme faux, là. Je pense que son attaché politique à Martine Ouellette, c'est lui qui laissait couler l'information dans les médias. Et là, elle vient faire de la remontrance. Là. Et moi, je suis pas ici pour laver le linge sale en public, mais un petit peu. Il ne faut pas non plus se cacher en arrière de la couverte. Là. Mais c'est ça, tu sais. Puis moi, comme je disais tantôt, quand l'année passée, le 4 février 2017, là, il y a eu, c'était le Conseil général. Puis moi, c'était mon premier Conseil général. Tu sais, fait que quand je suis arrivé là, là, il fallait voter sur les statuts de la course, là, tu sais, du fonctionnement de la course. Et puis là, on voyait vraiment un malaise dans les procédures. Et puis il y avait une division là, en partant là, qui était palpable là, dans la foule. Et on voyait que le Bureau national et la clique, là, Mario Beaulieu, qui supporte Martine Ouellette, ils voulaient que ça soit un couronnement déguisé en course. Là. Ça, c'était clair et net. Mais moi, en même temps, je me disais, OK, là, tu sais, ça faisait 1 an que j'étais là. Je me disais peut-être que c'est, tu sais, éventuellement, on va laisser la chance aux coureurs. Mais tout de suite, là, je peux te confirmer que ça n'a pas été long, qu'il y avait des discordes rapidement. Moi, j'ai eu vent de ça là, assez rapidement, qu'il y avait des discordes. Ça ne fonctionnait pas dans le caucus. La communication ne passait pas. J'ai beaucoup aimé l'intervention de Gabriel Sainte-Marie, là, que j'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est un gars qui est très honnête dans ses propos. Non, mais c'est ça. Il y avait vraiment un manque de communication, un manque d'ouverture. Et tu sais, je trouve ça quand même... un peu bizarre quand la chef a dit que sa porte est toujours ouverte et que finalement, ce qu'on sait le lendemain, c'est qu'ils ont tous coupé les accès aux listes de membres de tous les 7 députés qui sont... c'est un peu du gros n'importe quoi. Là, ma porte est ouverte devant tout le monde, là, devant les médias, mais finalement, c'est des décisions unilatérales qui se prennent. Là.
Ben écoute, je pense que... Attends, reste là, Eric. Il y a quelqu'un sur l'autre ligne. Je sais pas si c'est Alexis. Oui. Est-ce que c'est Alexis? Oui, c'est moi. Ok, Alexis, je vais te demander de patienter 7-8 minutes parce que j'ai Éric Dubé, président du Bloc québécois de Mirabel, à l'autre bout du fil. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Juste attendre une dizaine de minutes et on va être avec toi tout de suite après. Est-ce que ça va? Pas de problème. Oui, donc écoute... Éric, donc toi, tu assumes la présidence du comté du Bloc québécois de Mirabel depuis 2 ans et demi, un peu dans la 3e année, en fait. Oui, c'est ça. Et tu regardes aller Martine Ouellette. On assiste, comme tout le monde, à la démission de 7 députés. Tu vois l'avenir comment? Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu penses qu'il faut que Martine Ouellette s'en aille, elle, ou tu la suis dans tout ça? Non, non, écoute, moi je suis vraiment en désaccord, mais c'est ça, là, je voulais un petit peu te parler. Je peux me prononcer, je peux répondre à ta question tout de suite, puis après ça, je vais t'expliquer un peu pourquoi ce qui m'a amené à ce cheminement-là. Oui, vas-y. Écoute, garde, moi, comme président, c'est sûr que c'est en mon nom personnel, là, je peux pas parler au nom de mon exécutif, mais moi, c'est sûr que comme président de Mirabel, là, je demande sa démission. Là. C'est clair et net. Là. Ah ouais? Donc, oui. Donc en fait, ce qu'on assiste actuellement, c'est que sur Radio Infocité, c'est que tu es le premier président là, officiellement qui demande la démission de la chef, c'était bien ça? Ben, je suis pas au courant, j'ai pas... moi, j'en connais pas d'autres, là? Non, à date, j'en connais pas d'autres. Moi, c'est à mon nom personnel comme président, comme je te dis. Je parle pas au nom de mon exécutif, des membres de mon exécutif. Mais moi, je te parle de ce que j'ai vu au Conseil général. Ça a confirmé beaucoup mon opinion face à la personne et au fonctionnement. Tu sais, le Bureau national, là, François, là, on n'a jamais de communication d'eux autres. Ils nous arrivent avec des affaires en Conseil général. Puis là, faut qu'on vote sur des choses. C'est qui compose le Bureau national? Là, écoute, j'ai pas tous les noms, là. On a 2-3 dans la tête, certains. Je sais qu'il y a peut-être, je pense qu'il y a Denis Trudel, je suis pas sûr, là, je sais qu'il y a Alain Marginant. Il y a d'autres noms aussi. Mais c'est ça, là, j'ai pas tous les noms en tête, là, mais comme je te dis, on a tellement pas d'informations. Fait que tu sais, c'est comme une instance un peu fantoche. Puis moi, au dernier conseil général, juste pour vous mettre en contexte, puis mettre en contexte les auditeurs, c'est que quand on s'est présenté là, nous autres, 1 semaine avant, 2 semaines avant le conseil général, on nous a envoyé les documents en pièce jointe, le procès-verbal du conseil général de l'année passée et le document de travail ou de présentation du colloque sur l'indépendance et l'environnement ou le climat, là, faudrait que... Mais c'est ça. Fait que ça c'était correct. Puis là, il nous dit, on va vous envoyer d'autres documents la semaine prochaine. On n'a jamais rien eu. Là, ce qui est arrivé au Conseil général, c'est qu'on nous a présenté des résultats financiers de l'année 2017 avec pas de fonds électoral. Fait que là, ça c'est le trésorier qui est arrivé, puis là, on le voyait très bien. Fait que là, les gens ont commencé à questionner. Et là, après ça, on nous a présenté le plan de financement pour l'année 2018-2019, mais on n'a jamais rien reçu avant le Conseil général pour qu'on puisse se faire une tête et pour qu'on puisse se préparer à faire un choix, un vote conscient, un vote réfléchi sur ce qui va devenir du fonctionnement, là. Tu sais, tout était noyauté. Et moi, j'ai pris la parole suite à ça, parce que là, il y a eu une chicane, là, vraiment, là. Il y a eu... ça, sur le plancher du Congrès? Oui, ça a été à huis clos. Ça c'est la partie à huis clos, là. Donc, ce que tu nous racontes là, c'est que c'est à huis clos. Hein? Tu t'imagines ce que tu dis là? Tu vas te faire... Tes heures sont comptées, toi, là, comme président du Bloc, là, tu le sais. Ouais, ça m'énerve pas bien. Ben, Mario, il va te faire sauter ça, là. Ça, non, ça me dérange pas. Non, moi, je suis un militant, hein, j'ai pas de salaire, hein, moi. Tu sais, j'ai pas... Non, mais moi, je connais Mario Beaulieu, puis si tu parles comme ça, il te reste une couple d'heures comme président de Mirabel. Je te le dis tout de suite, là, c'est comme ça qu'il marche, Beaulieu. Si t'es pas d'accord avec lui, out! Comme ça. Ben, écoute, ça...
Ah, verra comme dit, c'est comme ça que ça Écoute, marche avec lui. moi, Eric? j'ai aucun problème avec ça. Regarde, moi, c'est comme ça qu'ils veulent fonctionner. Regarde, moi, j'ai pas d'attache. Moi, j'ai toujours dit qu'un parti politique, c'est un outil pour faire l'indépendance. Je sais pas si la clique à Martine Ouellette puis Mario Beaulieu veulent me faire sauter. J'ai aucun problème avec ça. Là, moi, j'ai pas d'attache. Mais là, les listes de membres, les listes de J'ai membres. pas de compte à rendre à personne, mais moi, la seule chose que je peux dire, c'est que j'ai pas parlé de ça avant, j'aurais pu en parler. Je l'ai pas fait parce que par respect pour les instances, mais là, ce que je vois, ça n'a pas de bon sens. On a lavé notre linge sale il y a 2 semaines en conseil général. Martine Ouellette l'a fait. Ce qui était une aberration à mon sens. Et là, ils se sont présentés au micro pour qu'on vote sur ce document-là qui nous avait jamais présenté d'avance. Et là, et moi, je me suis levé au micro pour en parler de ça suite à toute la chicane qu'il y a eu, parce que là, le groupe des 7 avait présenté une proposition, en tout cas, là, tu sais, comme pour pallier un peu, pour changer un peu le mode de fonctionnement. Là. Puis là, je veux pas rentrer dans les détails là, du mode de fonctionnement, de financement, là, c'est trop complexe. Là. Okay. Mais là, il n'y avait aucune ouverture. Là. Tous les gens... Martine Ouellette a pris le micro, avait un discours un peu alarmiste, là, comme quoi que si les gens votaient pas pour ça, on pourrait pas se payer démocratique. C'était un peu du gros n'importe quoi, un discours de peur, là, comme on voyait en 80, pendant le référendum. Alexis, de 80, là, pas Alexis, Eric. Oui. Si je t'écoute bien, là, toi, là, comme souverainiste, là, qu'est-ce que ça change que le Bloc soit des candidats tout indépendants, puis que le Bloc se tasse de là? J'ai l'impression que c'est difficile pour les souverainistes d'avoir des lignes de parti, puis je pense même pas que les souverainistes exigent au Bloc d'avoir 10 représentants là-bas qui suivent une ligne de parti. Si on avait 10 combattants qui prennent chacun leur dossier, puis qui... moi, là, je vais te dire, là, je t'écoute parler depuis le début, Eric, puis à part là d'intéresser quelques irréductibles, là, ce qu'on montre là à la face du monde depuis quelques jours, pourtant, on avait toutes sortes d'arguments là avec Trudeau qui nous offrait toutes sortes de ballons qu'on pouvait... des balles qu'on pouvait ramasser. Puis là, on se réveille, puis vous nous parlez d'histoire d'égo, puis de cachette d'un, puis de cachette de l'autre. Moi, là, j'étais un gars là qui a passé le référendum de 95, qui croyait qu'en 95, on était sur le bord de l'avoir, puis que c'était le temps. Là, on s'est fait jouer des tours par Bouchard, puis Dumont, puis là, on sort de cette époque-là, on commence à réaliser là, qu'on est en train de remplacer la population au Québec. On commence tranquillement à sortir là, de la thèse du complotisme. On commence tranquillement à montrer qu'on se fait manipuler dans ce pays-là depuis plusieurs années. Puis on a des opposants qui nous le démontent aussi. Puis vous nous arrivez avec une histoire de même. Moi, je vais te dire, là, tu as commencé à parler tantôt. Puis, moi, j'ai suivi ça beaucoup du coin de l'œil parce que moi, là, ça me fait pas avancer, ça, cette histoire-là. Puis ça m'intéresse même pas non plus. Comment je pourrais te dire, moi, le Bloc, là, qu'il y ait 15, demain matin, 15 députés qui démissionnent puis qui disent que ce soit du NPD, du Bloc ou de n'importe où, moi, s'ils réalisent la même chose que moi en ce moment, que le Canada vit un grand délire identitaire puis qu'il faut sortir de là au plus vite, moi, je me dis, là, vos chicanes d'égo, ça m'intéresse même pas. Je voulais pas entendre parler de ça cette semaine. Je voulais pas entendre parler de ça. On avait pas ici là qu'on a pogné dans une trappe qui a parlé à un journaliste qui a annoncé avant tout le monde qu'il a démissionné. On est en train de voir comment que l'État profond agit. Puis ça, là, c'est la grosse faiblesse de nos adversaires, qui sont d'une gang de corrompus. On a un pouvoir qu'on est pas incapable d'identifier, qui nous ont mis dans un plan là que on se demande où c'est que ça va aboutir. Puis on a des nationaleux carrosses
qui commence à nous parler que, ouais, mais là, Martine, elle nous a pas laissé de chance pour nous présenter quand il y a eu une course à la chefferie. Toutes des histoires qui nous font reculer. Puis moi, là, Ben, écoute, le blog, Carl, regardez-les, votre là, histoire. Je t'ai comme laissé parler. Oui, vas-y. Je comprends, là, tu sais, moi, je suis un peu comme toi, là, moi, je suis déçu, sauf que si tu as bien écouté qu'est-ce que j'ai dit au début, moi, j'étais en faveur que Martine Ouellette soit là. Sauf que là, ce que j'observe, tu sais, moi, je présente une perspective, là, puis là, je parle à mon nom, à moi, là, tu sais, puis là, tu me parlais du bloc qui soit tous des députés indépendants. Tu sais, moi, je pense à Gabriel Sainte-Marie qui fait un travail exceptionnel sur les paradis fiscaux. Je veux dire, écoutez, là, je veux dire, le bloc a sa raison d'être à Ottawa. C'est des ressources financières et là, on a une chef qui font, tu sais, s'il n'y a aucune écoute, aucune ouverture, je veux dire, à un moment donné, eux autres, ils peuvent pas pousser leur dossier si c'est toujours les mêmes qui contrôlent le parti, tu sais. Puis je suis d'accord avec toi, Eric. C'est un problème de structure. Ben, attends une minute. Oui, c'est un problème de structure. C'est plate à entendre, mais faut quand même le dire. Puis c'est sûr que les médias, eux autres, ils sortent pas ça. Tu sais, nous autres, ce qu'on parle de ça à soir, là, ce qu'on parle en ce moment, on n'entend pas parler, c'est sûr. Moi, comme je te dis, il faut quand même penser à l'héritage du bloc aussi, là, tu sais. Il y a 54 députés en 93, je crois, là, qui étaient l'opposition. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Là, on ne peut pas cracher là-dessus. Là, si je reviens à la question de François, au début, tu me parlais de qu'est-ce qui va se passer. Je sais que demain ou après-demain, là, il y a une lettre qui va être envoyée dans les médias. En tout cas, qui va être publié par d'anciens députés du Bloc. T'sais, à un moment donné, on peut manger de la gomme, marcher en même temps, parler de la souveraineté, puis parler des dossiers qui nous concernent, puis dire, ben regarde, on se fait avoir. On n'a qu'à se rappeler à la dernière crise économique de 2009. Le Canada a bourré l'Ontario d'argent dans l'industrie de l'automobile. Puis le Québec n'a rien reçu une maudite scène. Puis, mais ça, c'est des dossiers comme ça. On va donner un exemple. Oui, c'est bien beau de dire, là, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'indépendance. Qu'est-ce qu'on veut? On veut l'indépendance. Mais à un moment donné, avoir des pancartes dans la rue, j'y étais là. J'ai toujours été dans la rue. J'ai pas de problème avec ça. Sauf que, regarde, Fondation Équipe Québec. Mario Beaulieu, j'étais bien d'accord avec ce qu'il a fait à la Chambre des communes l'autre jour, d'avoir montré l'équipe, de donner une chance à notre équipe nationale, etc., etc. Donc, ils le font, mais tu sais, on prend le dossier du sport de l'équipe nationale. C'est ce que les députés du Bloc veulent faire, prendre leur dossier, puis démontrer aux Québécois qu'en étant indépendants dans tel domaine, parce qu'on se fait voler par Ottawa, eh ben, c'est comme ça qu'eux autres, ils voient ça. Mais si Martine Ouellette veut rien entendre dans les réunions, puis elle veut seulement mener la barque, ben, tu sais, je suis d'accord qu'un chef, faut qu'il y ait quand même une poigne. J'ai rien contre ça. Sauf qu'à un moment donné, elle se pogne contre tout le monde au PQ. Le PQ ne veut plus rien savoir d'elle. Là, t'as 3/4 des députés qui démissionnent du Bloc québécois à cause d'elle. C'est qu'il doit y avoir un petit problème quelque part. Là. En tout cas, je sais pas. Donc, puis moi, je me dis aussi, tu sais, comme chef, là, tu sais, à un moment donné, il faut que tu sois capable d'avoir une forme d'introspection, tu sais. Puis une qualité qu'un chef doit avoir, c'est au niveau du rassemblement. Oui, tout à fait. Il faut que tu sois capable de rassembler les troupes, puis comme tu dis, avoir une poigne aussi. Sauf que là, il y a une différence entre avoir une poigne puis de toujours faire à sa tête. Puis comme disait Gabriel Sainte-Marie, cause toujours mon lapin. Là, à un moment donné, c'est comme c'est la soumission ou ça. Là, donc, c'est le mot soumission. Hein, on se soumet. C'est un peu ça que les députés ont dit. Moi, écoute, j'haïs les réunions pour ça, parce que pour moi, il y a beaucoup de perte de temps là-dedans. Mais en politique, ça en prend des réunions. Il y a un caucus par semaine, puis ça se pogne tout le temps au caucus. Ben, ça prend quelqu'un qui est capable de faire travailler le monde ensemble. C'est ça, être chef, de faire travailler le monde ensemble. Oui. Là, je m'aperçois qu'il n'est pas capable, en tout cas. Donc, Éric, toi, ce que tu demandes, c'est la démission de Martine Ouellette en tant que président. Oui.
OK. Clairement. Donc, écoute, mardi soir, je reçois à l'émission Félix Pinel, qui voulait être candidat à la chefferie, mais qui n'a pas pu. Pourquoi? Parce que, on va en reparler mardi soir, mais il reste une chose, c'est qu'on a comme mis une course, que les dates là, tellement courtes que le gars ne pouvait pas ramasser les signatures. Il en a envoyé. Il va y avoir des exemples mardi soir. Donc, mais c'est ça, tu sais, c'était une fausse course, tu sais, quand Martine Ouellette, elle se drape derrière les instances du parti, tu sais, c'est un peu, tu sais, ah oui, tu sais, je veux dire, les sept qui l'ont quitté, là, ils se sont ralliés à elle aussi, là, tu sais, faut ça le rappeler, là. Tu sais, au début, parce que on sentait qu'il y avait déjà une scission, là, fait que là, les autres, ils ont dit, bon, là, on va aller avec elle pour voir comment ça va se passer, parce que là, tu sais, on se dit, on va lui donner une chance, mais là, finalement, ça fonctionne pas. Ben écoute, Éric, moi, je profite de l'occasion pour que tu fasses une certaine courroie de transmission à Christian Derry. Mardi soir, moi, je reçois Félix Pinel à 21h30. Et je sais que les chiens fous, vous autres, votre émission termine à 21h30. Fait que ce que je peux faire, je peux demander, on va essayer d'arranger ça avec Jean-Marc, là, que vous puissiez être de votre studio, avec ici le studio de Montréal. Ben, Claude Veilleux va être là, toi tu vas être là, Christian Derry. Ben, on va commencer. On va demander de continuer. Il s'en va, lui. Ah, c'est vrai, Claude s'en va en vacances, le chanceux. Non, ben, toi et Christian, je vais vous demander de continuer peut-être un 10-15 minutes avec Félix, le mardi soir, si c'est possible de votre côté. Mais il reste une chose, toi, Éric, président, Éric Dubé, président de l'exécutif du Bloc québécois de Mirabel, ben là, t'es le premier, je pense. Puis t'es pas le dernier, je pense que ça va. Il y en a d'autres qui vont suivre. Non, puis comme je dis, François, tu sais, c'est pas c'est pas de gaieté de cœur que je fais ça ce soir. C'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête. Là, ça fait un an que ça dure. Moi, je me suis tenu la langue, j'ai attendu avant de parler, là, mais là, à un moment donné, là, c'est intenable. Là, tu peux pas perdre 70% de ton caucus là, comme ça, là, sans il y a des raisons plus. Avoir une forme d'introspection. Puis qu'on vienne pas me dire que ça date d'avant l'arrivée de Martine Ouellette, parce que ça fonctionne pas. Justement, Martine Ouellette, depuis son arrivée, aurait dû souder tout ce monde-là. Mais là, je pense que la soudure... Oui, effectivement. C'est que oui, il y avait une certaine discorde avant. Mais quand Martine Ouellette est arrivée, c'est ça que moi je m'attendais, comme tu dis, qu'il y ait d'une certaine façon qu'elle ait la capacité et l'habileté d'aller tout rallier tous ces gens-là et de mettre le ciment pour que tout prenne ensemble, mais ça ne s'est pas réalisé. Merci Éric, on se reparle mardi soir et on rappelle aux gens ici sur radioinfocité.com, les chiens fous, mardi 19h. 19h, c'est 19h maintenant. L'année passée, c'était 19h30, mais là, c'est 19h, donc on va écoute, François, je veux pas te faire de faux espoirs. Faut que je communique avec Christian, parce que là, vu que Claude n'est pas là, on va voir comment est-ce qu'on s'organise mardi. Là, fait que vous êtes capable. On va te recontacter là-dessus. Ça marche, Éric. Merci, Éric. Un gros merci, au revoir. Merci, Éric Dubé. Merci, Éric. Bye-bye. Mesdames et messieurs, Éric Dubé, président de la circonscription, l'exécutif de la circonscription de Mirabel, président du Bloc québécois, qui demande la démission de Martine Ouellette. Première, déjà dès le lendemain. On va voir ce qui va se passer, la suite des choses. Je sais que demain, il y a une lettre qui va être signée par plein de députés, ex-députés du Bloc québécois. On va voir qui sont les signataires, mais dossier à suivre. On va sûrement en reparler à l'instant ou dans quelques minutes avec notre prochain invité, Alexis Cossette-Trudel. Salut Alexis, comment ça va ce soir? Ça va pas mal? Vous? Oui, ça va bien, ça va bien. François Saint-Louis au micro, Carl Brochu est dans le studio avec moi. Alexis, comment est-ce que tu... ben écoute, on va commencer, là, je vais laisser un petit peu Carl aller. Et on va parler de différents sujets, si tu le veux bien, ce soir, notamment celui du Bloc québécois, si tu le veux bien. Et Carl, je vais te laisser le soin de commencer l'entrevue et je vais
je vais par la suite m'immiscer dans tout ça. Alexis, moi, merci d'être avec nous ce soir parce que moi, Alexis, je te suis depuis environ, je te dirais, 2 mois sur Facebook. Je t'ai découvert. Puis j'adore l'angle de ton analyse. Tu offres vraiment un regard nouveau sur la politique au grand détriment de nos amis de Radio-Canada qui nous ont lancé des propagandes à l'endroit de M. Trump où les journalistes se sont trompés à maintes reprises sur le futur de Donald Trump. Tu pourras en parler en introduction. Donc, Alexis Cossette-Trudel, tu m'as fait connaître beaucoup le deep state que Donald Trump nous a expliqué. Puis, tu démystifies l'État profond. Tu démystifies tout ce qu'on a pu dire sur Donald Trump, puis qu'on est obligé de croire parce que le seul discours qu'on a eu au Québec dans les médias, c'est le discours des mondialistes et de Barack Obama puis de Hillary Clinton. Donc, quand tu écoutes des gens parler, moi, pendant les fêtes, j'ai fait mon pointage, tu écoutes les gens parler de politique américaine. Depuis 2 ans, on est rendu avec 95% de spécialistes de politique américaine. Moi qui essaie de m'informer un peu puis qui connais pas grand-chose, j'en sais assez pour voir que ces gens-là sont complètement remplis de mythes. Puis ce soir, je voulais te faire venir parce que M. Pereira, en début de semaine, nous a parlé un peu de l'État profond québécois. Donc, je voulais te faire venir ce soir pour que tu nous inities un peu au Deep State américain, puis peut-être nous introduire tranquillement aussi à cette analyse-là de l'État profond de M. Couillard, de Jean Charest-Bibeau, qu'on ne réussit pas à voir. Ils brouillent les cartes. Ces gens-là collaborent ensemble, puis on ne sait pas qui les dirige. Puis je crois que avec tes nombreux vidéos, tu vas aider beaucoup de Québécois à comprendre comment on est manipulé. Oui, tout à fait. Oui, premièrement, je veux m'excuser parce que je récupère d'une grippe et donc ma voix est un peu éreintée. Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire, l'État profond est une réalité qui existe partout dans les États de la zone atlantique, c'est-à-dire tous les pays de l'OTAN. Les pays de l'OTAN, je veux dire, pour l'OTAN, les médias sont une ressource essentielle, c'est-à-dire que les médias sont aussi importants qu'une centrale nucléaire en termes de ressources stratégiques. Et à travers les médias, c'est-à-dire il est important de créer du consentement au sein de la population. Donc, ce qu'on assiste là avec Radio-Canada, puis que les gens, moi, je le ressens beaucoup, c'est une des choses qui insulte beaucoup les nationalistes en ce moment, parce qu'on a l'impression que le multiculturalisme que l'évêque nous a parlé dans les années 70, 82, après la nuit des longs couteaux, il nous a dit c'est ce on nous oblige à adhérer, va broyer complètement les nations. Là, on appelait ça à l'époque multiculturalisme. Avec l'élection de Macron en France, où on a vu un gars monter de toutes pièces par un pouvoir qu'on a de la misère à comprendre comment est-ce que ce gars-là qui a commencé 2 ans, on ne le connaissait pas du tout, est devenu président de la France. Moi, comme francophone, que là, j'ai connu mieux le sujet. Puis Marine Le Pen qui nous a parlé de multiculturalisme qui était le danger numéro 1 maintenant en France. Ben là, moi, pour un néophyte du sujet, Alexis, je commence à relier au Canada le mondialisme et le multiculturalisme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les mondialistes sont en arrière de ça au Canada, puis visent éventuellement le nouvel ordre mondial. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que oui, c'est-à-dire qu'il existe à l'extérieur des je veux dire, en retrait des partis officiels, en retrait de la politique officielle, un noyau d'individus qui sont reliés, je veux dire,
à travers les services secrets, à travers des connexions financières, à travers les connexions industrielles, les connexions journalistiques. Il existe un agenda particulier qui existe en retrait de la politique de ce qu'on voit dans les médias. Ces gens-là ont un objectif, ont un agenda qui leur est propre et qui n'est pas révélé à la population. Et Alexis, crois-tu qu'en 95, avec la peur des... faire mousser la candidature de certains candidats, oui. Certains candidats qui vont faire en sorte que les objectifs de l'État profond seront réalisés. Et donc, comment je pourrais dire, la plupart des promesses qui sont faites par les politiciens en campagne électorale ne sont jamais tenues. Ce que les politiciens qui sont tenus ou moussés par l'État profond font, c'est qu'ils vont réaliser l'agenda globaliste, mondialiste, en retrait de ce que la population veut. Et donc il y a comme une dichotomie entre ce que l'État profond, entre les objectifs. La haute finance, qu'on appelle les objectifs de la haute finance, puis les intérêts de la nation. De la haute finance, des services secrets, d'une certaine partie des services secrets, et ce qu'on dit à la population lors des campagnes électorales. Oui. Oui, puis c'est pour ça aussi que souvent, là, les gens ne semblent pas comprendre qu'effectivement, les politiciens vont souvent faire des promesses pendant une campagne électorale, puis par la suite, souvent, ils répondent pas à leurs promesses. Puis souvent, on va analyser ça au premier degré, mais on ne comprendra pas la manipulation qu'il y a en arrière de ça. Je trouve que souvent, on répète la cassette. Puis, comme une cassette qu'on entend, là, quand ils ont tout le temps, ils te font des promesses, puis là, ils commencent leur mandat, puis là, ils vont dire « Ah, l'administration d'avant nous a laissé un trou de tant de milliards. » Donc là, ça justifie là, qu'on ne peut plus atteindre nos promesses qu'on vous a faites. Puis là, on se trouve une série. On a assisté à ça avec Valérie Plante à Montréal. Mais moi, là, je veux vraiment focuser avec toi, Alexis, sur l'État profond québécois. Qui mène ça? Moi, j'ai un nom en tête, puis j'aimerais ça que tu m'en parles aussi, puis je vais te laisser parler plus, là, parce que c'est toi qu'on va attendre, c'est pas moi. Moi, là, j'aimerais ça que... Moi, j'ai l'impression que Desmarais est un gars qui tire beaucoup de ficelles. Tout le monde en parle, mais personne n'est capable d'identifier, ou souvent on oublie les coups qu'il peut faire un après l'autre. Donc, je te laisse parler, vas-y. Ben écoute, évidemment, on se rappelle que Desmarais a financé la campagne électorale de Sarkozy. C'est-à-dire que c'est un gars qui a énormément de pouvoir partout dans le monde. C'est-à-dire qu'il est capable de renverser des élections en France, ici et là. Desmarais, moi j'ai fait des vérifications il y a quelques années. Il était sur le conseil d'administration du groupe Carlyle aux États-Unis avec la famille Bush et aussi avec la famille Ben Laden. Donc ce sont des joueurs qui sont des joueurs mondialistes qui ont intérêt à renverser certains gouvernements, à mettre de l'avant, je veux dire, à faire en sorte que les dépenses militaires augmentent, etc. Et donc, oui. La famille Desmarais ici contrôle les médias, la presse, etc. Il faut pas croire que la presse est un journal objectif. La presse a pour mandat, essentiellement, de faire... de mousser l'agenda mondialiste. Et la plupart des journalistes de la presse ont, en termes de finalité, la plupart des journalistes de la presse mettent de l'avant la perspective mondialiste, c'est-à-dire l'avènement d'un monde sans frontières, d'un monde où les personnes circulent sans restriction, les personnes et les marchandises circulent sans restriction, et où, je veux dire, finalement, la culture n'a plus prise sur le territoire national. Ouais. Est-ce que tu penses que cette libre circulation des populations est due au fait que il y a un seul but, le but est économique? Ou
au diable le multiculturalisme, etc., parce que c'est mondial. On va dire le multiculturaliste au Canada, c'est un peu pour aussi noyer le mouvement indépendantiste. Mais c'est exactement ça partout. Oui, mais il n'y a pas des mouvements indépendantistes partout au monde, sur la planète, là, ce mouvement-là là, de mondialisme. Il y a des mouvements nationalistes partout dans le monde. C'est-à-dire en France, on utilise l'immigration pour noyer le mouvement nationaliste français. On utilise l'immigration pour noyer l'identitarisme italien, allemand, danois, suédois. Ils ont besoin de se lever de bonne heure. Pardon? Ils ont besoin de se lever de bonne heure pour tuer la fibre nationaliste française, italienne, etc., là, allemande, peu importe. Ils ont besoin de se lever. Ils ont besoin d'emmener en maudit du monde. OK, on dit qu'ils ont amené 1 million en Allemagne, mais il reste qu'on n'a qu'à regarder cet été. Non, mais il y a une autre chose, c'est-à-dire que ça fait à peu près 40 ans qu'on endoctrine toutes les populations occidentales à accepter la différence, à accepter les autres cultures, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un travail en amont. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui. Il y a eu un travail en amont où est-ce qu'on a conditionné toutes les populations de la zone atlantique à accepter la différence, etc., blablabla, je veux dire, le multiculturalisme. Et par la suite, là, depuis 2-3 ans, on injecte partout en Europe et en Occident de l'immigration de masse qui détruit la cohésion nationale. Puis là-bas, ça va bien, il n'y a plus de frontières. Exactement, c'est ça. Donc, ce n'est pas qu'un objectif économique. Ça c'est la première raison. C'est la raison avec laquelle on vend ça au petit peuple. Mais en derrière de ça, en arrière de ça, il faut... ça se vend bien, hein? Ça se vend bien, Alexis, parce que je t'explique... L'objectif, c'est de briser la cohésion des États. Oui, mais ça se vend bien, un monde d'individus. Ça se vend bien, cette manière de voir le monde, parce que c'est branché aujourd'hui de se dire mondialiste. Depuis que les avions existent et puis que les prix des billets d'avion sont abordables, les gens voyagent, s'en vont pas partout. Ils s'en vont dans le sud 2-3 fois par hiver. Un petit voyage à Cuba, ça coûte 800-900$ une semaine. Tout payé, la bouffe comprise, le bar compris, tout est payé. Tu t'en vas dans un resort qui appelle, là. Puis là, ça te coûte pas de maudite scène. Tu donnes du pourboire à la fille le matin, elle est bien contente. Tu lui donnes 3-4 épingles à linge, là, puis elle est bien contente, là. Puis du parfum. Puis, mais tout ça fait en sorte que moi, je suis ouvert sur le monde, je voyage. Mais c'est pas ça. Là, maintenant, on donne la citoyenneté à tout le monde qui arrive ici. C'est pas la même chose, là. Même à visage couvert. C'est-à-dire qu'on peut bien aller au Maroc faire des voyages, on peut bien aller en Allemagne faire des voyages, etc., puis revenir à la maison. Mais là, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on donne la citoyenneté à tout le monde qui arrive à la frontière. C'est pas du tout ça. C'est un plan de destruction de l'identité nationale. On peut faire oui, OK, parfait. Ça, je te suis là-dessus, mais comment est-ce qu'on peut contrer ça? En biologie, par exemple. En biologie, une cellule, tu sais, t'as comme une membrane extérieure à la cellule qui filtre qu'est-ce qui rentre et qu'est-ce qui sort. Oui. Right? Oui. Ben là, la plupart des États occidentaux ont décidé de plus avoir de membrane extérieure. Tu comprends ce que je veux dire? Genre de couche d'ozone. C'est-à-dire que tout le monde qui rentre devient, citoyen, et puis finalement, ce que ça crée, c'est la destruction des cohésions nationales, des réalités historiques, des continuités historiques de l'histoire, de la culture, etc. C'est-à-dire qu'on devient un gros bazar d'individus avec des intérêts totalement différents. Et comment est-ce qu'on fait pour bloquer tout ça? Là, il faut remettre de la frontière, évidemment. Il faut faire exactement ce que Trump fait. Il faut remettre de la frontière, remettre des règles, des critères pour l'obtention de la citoyenneté. À Rome, par exemple, il y avait des critères pour l'obtention de la citoyenneté. Ouais? Il fallait faire l'armée pendant 20 ans, etc., blablabla. Bon, ben, au Québec, au Canada, on la donne, on la brade. On la donne vraiment rapidement, la citoyenneté. Tu arrives ici, tu as une job depuis un certain... pac. On t'imprime, tu peux appliquer pour la citoyenneté. Est-ce que tu mets ça sur le dos de l'indépendance du Québec qu'on va aussi vite que ça? 2 ans maintenant, là.
Oui, puis Alexis, j'ai une question. Crois-tu que... Non, mais attends, je veux juste qu'ils m'entendent. Est-ce que tu penses que le 2 ans, parce que c'est rendu 2 ans aujourd'hui, là, donner une citoyenneté à un nouvel arrivant canadien, avant c'était 5 ans, là, la loi a été changée dernièrement. Mais non. C'est évident que c'est complètement ridicule. C'est totalement... Plus tu donnes la citoyenneté rapidement, facilement, moins elle vaut quelque chose. C'est l'ABC de l'économie de marché. Plus c'est facile à avoir, moins ça vaut quelque chose. Je retiens ta phrase. Oui, mais ça vaut. Plus tu donnes la citoyenneté facilement, moins la citoyenneté vaut quelque chose. Et puis au Canada, je comprends pas. Peut-être que tu comprends, Carl, mais moi... presque gratuitement la citoyenneté. Ah oui, mais ça veut dire que... Ça veut dire quoi, tout ça, que la citoyenneté vaut rien? Ça veut dire que Justin Trudeau applique le plan Soros. C'est-à-dire qu'il applique une perspective dans le cadre de laquelle tous les États de la zone atlantique se débarrassent de leur culture, de leur réalité historique, de leur spécificité au profit d'un énorme marché. Ouais. Mais dans le fond, Trump, il nous joue un cul, là. Hein? Entre toi et moi, le Trump, il nous joue un cul. Parce que, je veux dire, lui, il applique pas le plan Soros, Trump, on s'entend? Exactement. Et c'est la raison... Ouais, mais on les retrouve tout de suite après, parce que Trudeau est... C'est la raison pour laquelle les souverainistes doivent appuyer Trump. Absolument. Ben oui, mais ils peuvent... C'est lui, l'immigration. C'est pour ça, Alexis, là, tu touches un point très important. Moi, je ne comprends pas pourquoi aucun... Quand tu dis, là, il y a peut-être quelques nationalistes, on voit Alexandre Cormier, on en voit quelques-uns. Ah ouais, mais ça, Alexandre, il y a eu... Ben ouais, mais Alexandre Cormier, il n'est pas connu pantoute, Alexandre Cormier, en tout et moi. Je peux te dire, là, pour avoir analysé Donald Trump depuis un maudit bout de temps, il m'a intéressé à la politique américaine, il a intéressé tout le monde à la politique américaine, puis de tous les désastres qu'on a prédits sur lui. Honnêtement, là... Oui. Honnêtement, là, si un souverainiste québécois entendait un seul des discours de Donald Trump en français, il deviendrait immédiatement pro-Trump. Oui, mais la politique de Trump... On va casser des mythes. Oui, mais la politique... Ben oui, mais ici, Carl, je peux te dire une chose. S'il y a des gens qui ont appuyé Trump aux dernières élections, c'est bien ici, là, tu sais. Oui, de la désinformation. Bon, ben... On s'entend qu'au Québec... c'est quand même très, très... c'est marginal, c'est marginal, mais accepter que la politique... Regarde, on est pogné dans un dilemme, là. On a un premier ministre qui est ultra-mondialiste, ultra-communautariste, ultra multiculturel. Et oui. T'as pogné l'autre bord avec un gars qui veut fermer les frontières, qui veut... Ben, c'est une image, là, il faut mettre un mot. Non, il ne ferme pas les frontières, mais il exerce un jugement critique sur qui rentre et qui sort. Il ferme pas les frontières, tu as raison. Il ferme pas les frontières. L'immigration n'a pas arrêté sous Trump, là. Non, mais l'image que... Encore une fois, un autre mythe. Mais l'image que Trump... L'image que CNN, que MSNBC, que NBC produisent de Trump et que nos médias ici au Québec... je veux dire, ne font que reproduire, c'est qu'il est un raciste, blablabla, etc. Mais tout ça est absolument faux. L'immigration a continué à rentrer sous Trump. Ouais, mais tu sais, le monde, Alexis, le monde, Radio-Canada et compagnie, tu sais, les médias qu'on connaît, là, oui, c'est vrai ce que tu dis, mais le petit peuple, là, ils sont pas tous contre Trump. La seule chose qu'ils lui reprochent, en tout cas, moi, ce que j'y reproche un peu, c'est un peu d'être maladroit un peu, puis un peu de manque de, disons, de savoir-vivre un peu. Tu sais, non, mais tu sais, écoute, là, il est président des États-Unis, là. À un moment donné, un moment donné, puis il a croisé les bras comme c'était lui le matamor. Il a tossé un président, à un moment donné, il te l'a souillé d'un bord à de l'autre. Ça n'avait pas de bon sens, là. Ça va... Tu voudrais pas ça au Québec? Tu voudrais pas quelqu'un? Non, tu t'écoutes. Si je t'avertis, tu ne feras pas bien. Si tu mets... Vas-y, Alexis, mais Trump, il... d'Outremont et de... C'est faux. C'est-à-dire que si au Québec, on avait quelqu'un qui voulait assainir le marais comme Trump, OK? Il faudrait
il faudrait qu'ils fassent exactement la même chose, c'est-à-dire qu'ils ne prennent pas, qu'ils ne prennent pas des baguettes chinoises pour régler les problèmes. Il faudrait qu'il y aille avec de la force, c'est-à-dire qu'il ne ménage pas ses mots, qu'il ne ménage pas ses actions. On appelle ça un populiste. On appelle ça un populiste. C'est ça qu'on a besoin au Québec. C'est ça. Faut arrêter de couper les cheveux en quatre, là, ça prend un populiste. Puis, tu sais, je me suis pogné avec Stéphane Allinger avant le show, là, tout à l'heure, là. Il dit, Martine Ouellette, Martine Ouellette, qu'est-ce... Voyons, non, il n'y a pas grand monde qui va aller se déplacer pour entendre parler Martine Ouellette. Au Québec, il n'y a aucun leader québécois. Ben non, il n'y a pas personne. Il n'y a aucun leader québécois qui a les couilles d'assainir le marais. Il n'y a aucun leader québécois qui va faire la job. Ils sont tous soumis aux médias. Ils sont tous soumis à la rectitude. Il y en avait un, Alexis, qui pognait, là, je te le dis, c'est Falardeau. Oui, mais Falardeau, est-ce à la présidence, tu as quelque chose qui ressemble à Trump? Ah oui. Comment... OK, tu vas dire c'est à plus petite échelle, là. Comment ça se fait qu'un gars comme Bernard Gauthier, il a lâché son parti, là, mais comment ça se fait qu'il a pogné, puis il y a plein de gars de construction, puis les femmes des gars de construction auraient toutes voté pour lui? Oui. Non, c'est ça. Ben, je disais, pourquoi il a abandonné? C'est ça la question. Ah, je sais pas, là. Moi, j'étais derrière lui, Bernard Gauthier. Moi, quand il a fait son speech, puis quand il est passé à Tout le monde en parle, moi, je me suis abonné à Citoyen, je veux dire, c'est quoi le nom du parti? Citoyen au pouvoir. Je me suis... parce que c'était intéressant. Parce qu'on a besoin d'assainir le marais, de vider le marais. Tu es d'accord avec moi, Alexis, que ça prend... aux États-Unis, puis il semblait que Bernard Gauthier était comme l'homme de la situation. Fait que j'y ai cru, genre, quelques mois. Ben ouais, mais tu sais, l'exemple était... Il y a ça dans aucun des partis. Ouais. Il n'y a aucun des partis qui est populiste. Jean-François Lisée, trop faible. Je veux dire, puis les autres, c'est presque la même chose. Martine Ouellette? Pardon? Martine Ouellette? Non. Désolé. Martine Ouellette, moi, je veux dire, c'est la conjointe de mon cousin. Je l'ai vu je l'ai côtoyé dans certains parties de Noël. Puis, ça sera pas beau le prochain? Non, c'est ça. Fait que c'est comme... non. Pour moi, elle n'a jamais eu le charisme pour... On s'entend-tu, Alexis? Alexis, que ça prend... Du charisme. Ça prend du charisme, ça prend de l'indépendance financière, ça prend des couilles en esti. Ah, tout à fait raison. Tu sais, on parle jamais de ça, de l'indépendance financière. Pelado aurait pu le faire. Tu sais, comme, je veux dire, de l'indépendance financière, du charisme, bon, ben, c'est débattable, mais des couilles, tu sais, puis de l'indépendance financière. On aurait pu avoir notre Trump, mais le gars, il a lâché rapidement. Oui, mais Alexis, Carl, sans imiter Trump, ça prend quelqu'un qui manie bien leur oratoire, on s'entend, là. Parler comme le peuple, OK? Monsieur, madame, tout le monde, tu sais, quand je dis parler comme le peuple, Bernard Gauthier, là, il avait l'affaire. Tu sais, quand il est arrivé puis il a donné l'exemple, moi, là, je suis bien prêt, je suis pas raciste, je suis bien prêt à accueillir des immigrants, mais avant d'accueillir des immigrants, on va essayer de sauver des gars et des filles qui couchent en dessous des ponts en plein hiver. Oui, c'est exactement ça. Oui, bravo. Bon, c'est ça qu'il a dit, Bernard, puis le monde a ri de lui. Moi, j'ai rien à dire contre le gars, tu sais. Mais il a lâché. Il a lâché. Pourquoi les Québécois, pourquoi les leaders québécois lâchent? Pourquoi Pelado, qui a été, comme à un certain moment donné, un espoir, on a cru qu'il y avait des couilles, pourquoi il a lâché? Pourquoi Bernard Gauthier a lâché? C'est ça la question, finalement. Il faut aller le chercher, Gauthier. On n'a pas les estis de couilles, les cojones, pour aller jusqu'au bout au Québec. Parce que Carl a raison quand il dit qu'il y a le discours mondialiste, le discours enlever les frontières. C'est numéro 1. Oui, mais. Faut démystifier ça. Oui, mais c'est parce que c'est pas facile. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait notre perte en ce moment. Oui, mais c'est pas facile. Tu sais, parce que, tu sais, on parle du multiculturaliste, on parle du mondialiste, puis les gens, quand je dis les gens, je parle de monsieur et madame tout le monde, là. Quand tu es au travail, puis tu jases avec tes collègues de travail, puis eux, ils suivent pas en politique tant que ça, parce que dans ta table, à l'heure du lunch, là, dans ton milieu de travail, il y a des gars, il y a des filles.
Les gars, eux autres, vont te parler de la game de hockey d'hier soir. Les filles vont te parler de je sais pas trop quoi d'autre. Puis là, toi, tu t'intéresses ni au hockey, ni aux autres sujets, mais tu t'intéresses plus à la politique. Graduellement. Ça se fait graduellement. Ouais, tu as besoin d'une population informée. Il faut réinformer la population. Ça se fait graduellement. C'est-à-dire que peut-être que Pelado est arrivé 10 ans avant son âge. C'est-à-dire, il faut graduellement réinformer la population. Moi, Alexis, il faut contourner les médias. Oui, Alexis. Il faut contourner les médias. Il faut contourner les médias, il faut faire attention. Il faut faire attention, contourner. Les médias sont Radio-Canada, puis même TVA, là. Je veux dire, le Journal de Montréal, il y a des chroniqueurs qui sont bons, mais TVA, c'est comme Radio-Canada, c'est-à-dire c'est totalement à la solde de l'État profond. Ouais, c'est un petit peu moins, disons, coincé, TVA, là, LCN, c'est un peu moins coincé. Mais je vais te dire une chose. Et ça passe par l'Internet. Ça passe par l'Internet. Oui. Il faut que la population transite de la nouvelle à la télévision. Moi, je vais te dire bien franchement, pour avoir une liberté d'information. Alexis, je vais te dire une chose. Moi, mon père, qui est né en 1927, qui est disons, non pas un disciple, là, mais un nationaliste qui a passé quand il a commencé à comprendre la politique, on se retrouve en 1934 à peu près, il y a 14-15 ans. Là. Et on est dans la crise, 29-39, là, on n'est pas rendu à la Deuxième Guerre, il y a déjà eu la Première Guerre. Et là, il y a des gars comme le Chanoine Groux qui est là. Il y a Maurice Duplessis qui arrive, l'Union nationale. Il est anti-libéral, mon père. Tu le vois venir un peu, il est pour Henri Bourassa, un peu. Oui. Donc, beaucoup de Québécois. Oui, effectivement. Les Québécois étaient conservateurs avant. C'est-à-dire, on n'était pas pour le changement à tout prix, là. Oui, mais là où je veux en venir, c'est que mon père, c'était un vieux nationaliste. Il est mort, ça fait 5-6 ans, en 2012 à peu près, ouais. Et puis, lui, là, si j'y posais la question, parce que je pense que quand Pierre-Carl Pelado est arrivé en politique, je pense qu'il est mort, il était mort. Mais si j'y avais posé la question, puis je connais très bien mon père, c'était un des fondateurs. Il était dans le RIN, il était à la fondation du PQ, il a été à la fondation du Bloc québécois. Moi aussi, j'ai été à la fondation du Bloc québécois. Puis si j'avais posé la question, où tu vois Pierre-Carl Pelado, toi? En politique ou ben non, passer le message par ses médias? Il m'a dit, François, c'est facile à choisir. Il faut qu'il est tellement bien implanté dans ses médias. Il y a la télévision, il y a les journaux, il y a des revues. Laisse-les des médias, c'est là qu'il faut qu'il passe son message. Qui oublie la politique, qui oublie de devenir premier ministre. Il y a une job à faire, Pelado, c'est dans ses médias. Non. Non? Tu peux contrôler les médias et faire de la politique en même temps. Tu peux. Trump, c'est ça, en fait. Il est passé par les médias. Il a fait, The Apprentice, puis il a fait genre la WWF avant de faire de la politique. On l'a vu faire ça, oui. Tu comprends? Il est passé par les médias populistes avant de faire de la politique. Tu peux faire ça, il n'y a aucun problème. Mais tu te souviens comment ça se fait? Pourquoi est-ce que Trump est venu en politique? Tu te souviens-tu? Ça a été quoi le moment, là? Le moment où il a je vais te le dire. Là, qui a tout basculé. C'est quoi? C'est qu'il y a 3 ans, un groupe de personnes dans la communauté des renseignements aux États-Unis, voyant tout ce qui se passait avec Obama, avec Hillary, etc., la trahison, etc., sont venus auprès de Donald Trump et lui ont demandé de se présenter comme le candidat patriote. Et Trump n'a pas accepté. Trump ne s'est pas présenté à la présidence de son propre chef. Ça, c'est garanti. Trump s'est présenté à la présidence des États-Unis à la demande d'un groupe de patriotes dans les services du renseignement. Il n'y a pas une certaine soirée où... Hillary est en train de faire et qui lui ont demandé d'être le candidat patriote. Ouais, il n'y a pas une certaine soirée, Alexis, où on se rassemble une fois par année et on rit entre les journalistes et les politiciens. Et là, Barack Obama a carrément ri de Trump, puis il était assis dans la salle, puis il s'est foutu de sa gueule. Il était en tabarnak, Trump. Oui. Ben, c'est pour ça, moi. Attends juste à la fin de l'année. Attends juste à la fin de l'année 2018. On va voir c'est qui rit de qui. Absolument. À la fin de l'année 2018,
il va être démontré hors de tout doute que Barack Obama a violé à peu près toutes les lois américaines, c'est-à-dire sur le renseignement, sur la confidentialité des informations, etc. Et qu'à la fin de l'année 2018, Barack Obama va probablement avoir été, accusé de haute trahison. Ça, c'est presque certain. Si Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait News dire le ça? soir, Parce que... Sean Hannity, c'est ce vers quoi on se dirige. Barack Obama a violé à peu près toutes les lois américaines. Il a violé la Constitution américaine de A à Z pour espionner Donald Trump. Et ça, c'est en train d'être révélé. Et d'ici la fin de l'année 2018, Barack Obama va être lui-même accusé de tous ces crimes. Tu penses ça, là? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je te l'affirme maintenant, et puis on s'en reparlera. Y a-tu des processus, avec Alexis, y a-tu des processus, ce qui te fait dire ça, est-ce qu'il y a des processus, disons, officiels, là, ou en bonne et due forme, qu'il va y avoir des rapports de fournis, et ils ont telle date pour me donner ces rapports-là, c'est tout ça? Oui, c'est ce que le mémo Nunez révèle. Tu sais, on a parlé du mémo Nunez au mois de janvier, mais il va y avoir un mémo Nunez 2, 3, 4, qui va faire la lumière sur ce que le département de la justice a fait, sur ce que l'administration, les hauts échelons de l'administration Obama savaient, etc. Ça va tout être rendu public d'ici quelques mois. Ça, et je mets ma crédibilité en jeu là-dessus. Depuis combien de temps tu suis la politique américaine? Depuis le début. Depuis le début de la candidature de Donald Trump. OK. Puis... En 2015. Ça m'a jamais vraiment intéressé. Je veux dire, j'ai fait des études là-dessus. Sauf que dès que Donald Trump a présenté sa candidature, j'ai commencé à mettre en doute certaines choses qui étaient dites par les médias officiels. J'ai suivi des personnes qui analysaient la candidature de Donald Trump, comme Scott Adams. Et j'ai compris qu'il y avait quelque chose ici de particulier. Et depuis ce temps-là, je le suis... De non conventionnel, en tout cas, parce que Trump, c'est une candidature non conventionnelle. C'était pas un républicain, un démocrate. C'est la raison pour laquelle les Américains l'ont élu. Parce que c'est une candidature non conventionnelle. Les Américains voulaient assainir le marais à Washington, et Trump était la promesse de cet assainissement. Et c'est la raison pour laquelle il est passé. Et Michael Moore, si vous regardez, si vous êtes sur YouTube, Michael Moore, Trump, candidacy, vous avez un discours en 5 minutes de Michael Moore qui est contre Donald Trump, mais qui explique vraiment très bien la raison pour laquelle les Américains ont voté pour Donald Trump. C'est-à-dire, ça fait 20 ans que le Parti démocrate, que les deux partis, en fait, vident la base industrielle des États-Unis. Et Donald Trump, lui, promettait de recréer de la frontière, réindustrialiser les États-Unis, ramener les emplois aux États-Unis, et ça a résonné vraiment beaucoup avec la base. Et on le voit avec l'aluminium. C'est l'électeur moyen. C'est l'électeur moyen qui auparavant votait démocrate, qui a finalement voté Trump dans cette élection pour réacquérir cette base industrielle américaine. Et c'est un peu le discours populiste qu'on attend au Québec. Exactement, c'était exactement ça. Et il n'y a personne qui fait ça au Québec. Je veux dire, Pierre-Carl Pellado, je regarde ses tweets, là, tu sais, c'est comme... c'est toujours rose bonbon, c'est toujours gentil, c'est toujours politiquement correct. Il n'y a personne au Québec qui fait de l'anti-média, de l'anti-mondialisme, du fait de réindustrialiser le Québec. Québec en premier, Québec first, tu sais, genre Make America Great Again. C'est là que je voulais t'emmener. Faire du Québec, genre faire en sorte que tout le monde s'identifie au drapeau québécois. C'est ça l'enjeu. Oui.
c'est que tous les Indiens, les Pakistanais, les Chinois, les Vietnamiens s'identifient au drapeau québécois, qu'ils arrêtent de s'identifier à leur drapeau, eux, au drapeau du Vietnam, au drapeau de l'Inde, etc. Et c'est pour ça que l'idéologie de la diversité est une erreur complète, totale. C'est un cul-de-sac. Le PQ fait juste dans l'idéologie de la diversité et c'est une erreur totale. Il faut que tous les Vietnamiens, Indiens, Pakistanais, Chinois, etc. s'identifient au drapeau québécois. Et c'est ça la doctrine Trump. C'est-à-dire que tout le monde s'identifie, tout le monde soit uni sous un signe. Et c'est ça qui fonctionne aux États-Unis. Et c'est ça qu'on n'est pas capable de faire au Québec. Puis, ce que je voulais te dire aussi, Alexis, quand là, des slogans comme Make American Again, puis du côté de la France, c'était la priorité nationale, que oui. Ce genre de slogan-là dérange nos leaders nationalistes ici au Québec. Moi, je me rappelle que José m'a sorti dehors du PQ, moi, quand il a dit on n'accepte pas de partisans du FN parce que voilà. nationale. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le PQ s'enfonce dans une idéologie qui n'a pas d'avenir. S'enfonce dans une idéologie qui détruit la nation. Puis ils font le ménage auprès des militants qui ont un sens de l'État, qui ont un sens de la nation différent des leurs. On touche effectivement ici au cœur du problème, c'est-à-dire qu'il faut que on peut avoir de l'immigration. On peut avoir de l'immigration, je veux dire, selon moi, au compte-gouttes. Sauf que il faut que tous les gens qui arrivent ici s'identifient au drapeau, s'identifient à la culture, s'identifient, je veux dire, à la population, et qu'après une ou deux générations, on puisse dire, indépendamment de la couleur de la peau, nos ancêtres étaient des coureurs des bois. Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, absolument. Alors que l'idéologie de la diversité produit exactement le contraire. L'idéologie de la diversité rabat l'immigrant sur son identité personnelle. Ouais, mais tant qu'on va être dans le Canada, ça va être comme ça, Alexis. Tu es un Haïtien, et donc, et c'est un mensonge éhonté, là. C'est-à-dire, tu es un Haïtien, puis tu arrives au Québec, puis là, le gouvernement du Québec, pour t'intégrer, comment je pourrais dire, te rabat sur ta culture locale, haïtienne. Pour t'intégrer à la culture du Québec, il faudrait que tu sois comme... Il faudrait qu'on reconnaisse ton indianité, ton haïtianité, ta sinosité, tu sais, alors que c'est totalement le contraire. Si on veut intégrer des personnes au Québec, il faut que ces personnes-là se départissent de leur particularisme culturel et qu'ils adhèrent à la culture québécoise. Ben oui, c'est rendu extrémiste de parler d'assimilation. Assimilation, voilà. C'est le mot-clé. Assimilation. Oui. C'est le mot-clé. On veut un modèle d'assimilation. C'est ce qui a fonctionné avec la France pendant la majeure partie du 20e siècle. Pendant la majeure partie du 20e siècle, je m'excuse, ma voix est vraiment mauvaise. C'est le sujet qui est important. Pendant la majeure partie du 20e siècle, la France avait un modèle assimilationniste. Et c'est exactement comme ça que différentes cultures se sont jointes à la civilisation française. Et depuis mai 68, depuis les 68 heures, il y a une espèce de on n'essaie plus d'intégrer les cultures à la culture française. On rabat, on dit que l'intégration repose sur la reconnaissance de la culture indigène, alors que c'est totalement faux et erroné, et ça ne fonctionne pas. Et on voit depuis une génération que la France se détériore avec cette culture particulière, c'est-à-dire cette approche particulière à l'intégration ne crée que de la dissension sociale. Et c'est exactement le modèle qu'on crée ici au Québec. Jean-François Lisée importe au Québec le modèle français. Le Parti québécois
importe au Québec le modèle français. Un modèle qui est un échec total. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah oui. Alors, pour quelle raison Jean-François Lisée importe au Québec un modèle multiculturaliste ou de la diversité, blablabla, qui est un échec total en Europe? La question, on doit se poser la question. On doit poser la question à Jean-François Lisée. Non, mais toi, tu penses que c'est pourquoi il fait ça? Parce que c'est son idéologie gauchiste, marxiste et léniniste, je sais pas trop quoi, non? Je veux dire, si tu me pousses dans mes derniers retranchements, je crois que Jean-François Lisée est là pour faire atterrir le mouvement souverainiste. C'est-à-dire que Bouchard l'a éteint. Ton invité précédent du Bloc québécois a dit ça pas mal. C'est-à-dire que Bouchard a comme éteint le mouvement souverainiste. Je pense que Jean-François Lisée est là pour faire atterrir l'avion, c'est-à-dire passer à autre chose. Il n'y a aucune explication à toutes les erreurs de Jean-François Lisée. En tout cas, je peux te dire que quand il y a eu la visite... Le gars, c'est soit le pire politicien de l'histoire, ou bien c'est le politicien le plus stratégique, c'est-à-dire qu'il est là pour diminuer, pour faire atterrir, pour... il y a là où il a manqué le bateau, puis c'est quand Marine Le Pen est venue au Québec, même pas voulu la rencontrer. Amé Kadir a voulu, lui, la rencontrer. Imagine-toi ça. Il s'est mis les pieds dans tous les plats. Il s'est mis les pieds dans tous les plats. Il n'a jamais fait un bon coup. Il n'a fait que des erreurs. Pourtant, on dit que c'était un stratège. Il n'a fait aucune relation avec le mouvement souverainiste français, avec Le Pen. Il n'a fait aucun mouvement avec le souverainisme américain, avec Trump. Il n'a fait que des erreurs. Ce gars-là, je veux dire, je pourrais faire 10 fois mieux que lui. Je pourrais faire n'importe quel kidam pourrait faire 10 fois mieux que Jean-François Lisée. C'est une honte nationale. Oui, mais en tout cas, je peux te dire une chose. Moi, as-tu espoir que le PQ puisse gagner les élections? Non. Je suis sur Twitter. Et à chaque fois que je m'exprime contre la stratégie du PQ, je fais comme l'ensemble de mes abonnés qui me tirent dessus. Je les ai avertis avant le congrès dernier. Je leur ai dit au congrès, ce qui va se passer au congrès, vous allez entendre parler de la souveraineté pendant 2 semaines. Puis après, ça va être totalement, je veux dire, passé en dessous du tapis. Personne ne m'écoutait. Ils m'ont tous, je veux dire, accusé d'être un rabat-joie, etc. Fait que je les ai laissés faire. J'ai vraiment plus rien à dire aux membres actuels du Parti québécois parce qu'ils n'ont aucune réflexion critique. Certains d'entre eux sont comme des irréductibles. Et puis là, bon, tu peux dire, genre, tant mieux pour eux. C'est ça qu'on veut généralement, ça, des irréductibles, des gens qui sont comme prêts à tout sacrifier pour la cause. Bon, ceux-là, je ne veux pas les blâmer. Mais il y a une partie des membres qui ne comprennent pas que le PQ s'en va dans l'abîme, s'en va nulle part avec ses codes de la diversité, ses promesses d'immigration de masse entre 40, 50, 60 000. C'est ce que Jean-François Lisée a dit à la radio. Je veux dire, 60 000, 50 000 personnes. Même si on était dans le milieu, 60 000 personnes, 50 000 personnes, ça reste toujours que c'est 50 000 personnes qui vont voter à 90% non contre la souveraineté. Tout à fait. 90% qui vont voter contre fédéral. Et ils les font rentrer. Le Parti québécois fait rentrer ces immigrants sans se questionner sur le vice. Pierre-Carl Péladeau s'était questionné, il s'est fait rabrouer par l'establishment du Parti québécois, puis le lendemain, il s'est excusé. Là, ce qu'on a de besoin au Québec, c'est un politicien qui arrive, qui sort de la masse, puis qui dit les vraies choses. L'immigration nous plombe. Je veux dire, on peut bien être pour aider les immigrés, etc., sauf
politiquement, c'est un vice de procédure. Il n'y a personne dans aucun des partis, ni à la CAQ, ni au PQ, ni au PSQ, qui ont dit que... Ah oui, tout à fait. Puis encore moins à Québec solidaire. Que l'immigration au Québec était dépendante de quotas décidés au fédéral. C'est le fédéral qui décide combien on obtient. Ils savent ce qu'ils font, C'est dans le plan de match. Pardon? Ils savent ce qu'ils font, le fédéral, c'est dans leur plan de match. Mettons, si le fédéral décidait du jour au lendemain d'accepter 1 million d'immigrants par année, nous sommes obligés au Québec d'accepter 250 000. Obligés. C'est une entente qui existe entre le gouvernement fédéral et provincial, où est-ce que le gouvernement provincial accepte un quart des immigrants canadiens. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, tout à fait. C'est-à-dire que ça a été signé en 91, ça. L'entente sur les aubains, l'immigration, blablabla. Ah, écoute, Alexis, on va voir. Il nous reste quelques minutes. Il y a aucun parti au Québec qui remet en cause cette entente-là. On n'en entend même pas parler. Ah, je vais en parler. Moi, je te garantis qu'on va en parler, Alexis, ensemble aussi. Puis, Alexis, le projet qu'on aille prendre une bière samedi soir à quelque part à Montréal, est-ce que tu es disponible cette semaine? Oui, tout à fait, oui. Bon, ben, je vais faire... François va peut-être venir aussi. Il nous a peut-être... je sais pas, peut-être je vais essayer. Si j'y vais, il n'y a pas un combat de boxe, là. C'est ce que j'ai entendu dire, ça, à l'émission de sport tantôt. Là, oui, on va aller voir la boxe. En tout cas, je vais voir, je vais vous en reparler, gars, en dehors des lignes. Là. C'est bon, François. Alexis, c'est tout le temps qu'on a. On va te reprendre prochainement. J'ai vraiment une voix éreintée ce soir. Comment? Parce que je récupère d'une grippe. Ah non. Je m'excuse, mais dans les capsules futures, je suis sûr que je serai capable d'expliquer ça plus clairement. Excellent. Merci, Alexis. Merci. Fort apprécié. Mesdames et messieurs, Alexis Cossette-Trudel qui était avec nous ce soir. Et auparavant, juste avant lui, c'était Éric Dubé, président du Bloc québécois comté de Mirabel. Disons que c'était non pas deux visions des choses, mais s'il reste une chose, c'est qu'il y a comme un genre disons de consensus entre les deux. C'est que même Martine Ouellette, c'est pas ce que ça prend pour le mouvement souverainiste, Carl, bien sûr. C'est ce que Alexis nous dit et Éric. On pouvait le prédire quand elle est arrivée au Bloc. Déjà, le monde disait qu'elle avait un gros caractère. Mais c'est ça, je veux même pas y lancer la roche. Puis je te laisse finir sur ce sujet-là parce que je trouve ça plus ou moins pertinent. Mais c'est ça, comment je peux le dire. C'est quand même le Bloc québécois. Oui, puis moi là-dessus, Éric, je suis d'accord avec lui. Le Bloc québécois reste très pertinent parce que c'est pas les conservateurs, c'est pas les libéraux nous l'ont fait, ni le NPD qui prend les causes du Québec. Moi par contre, là, je suis pas dans la propagande canadienne qui dit que le Bloc québécois devait mourir parce qu'on a perdu le référendum. C'est le seul parti qui prend pour le Québec. Tout à fait. Et quand j'entendais les gens dire « Ah, le Bloc, ça donne rien », ben je vous rappellerai à ces gens-là qu'en 1980, je pense qu'il y avait... Bon, corrigez-moi là si je me trompe, mais il y avait sur 75 députés à Ottawa, il y en avait 74 libéraux sous Pierre Trudeau. Et Trudeau arrivait avec l'argument « Je suis aussi représentatif que vous, M. Lévesque. J'ai 74 députés au Québec d'élus sur 75, donc mes députés valent les vôtres. » Et il n'y avait pas tort, Trudeau, là-dessus, parce que les députés fédéraux peuvent aussi bien se targuer d'être aussi élus que les députés, j'ai dit ce mot-là, provinciaux. Et là-dessus, il avait raison, Trudeau. Et c'est pour ça que le Bloc québécois a sa place. Parce que quand on a un député du Bloc québécois, ben ça enlève des députés fédéralistes à Ottawa. Et dans les comtés où il y a des députés du Bloc, ben c'est des territoires où les députés peuvent arpenter tout au long de leur mandat pendant 4 ans et faire la promotion de la souveraineté à leurs électeurs. Si le député du Bloc n'était pas là et c'était un député libéral, conservateur, etc., ils distribuent des drapeaux du Canada, ils prennent des publicités dans les journaux de quartier. Bonne fête du Canada. Vous n'avez jamais vu un député du Bloc
souhaiter bonne fête à la Fête du Canada dans les journaux de quartier. Ils prennent le budget d'Ottawa pour faire la promotion du Canada, ce que les députés du Bloc ne font jamais. Et c'est pour ça que le Bloc québécois a toute sa pertinence. Maintenant, que Martine Ouellette reste ou quitte, moi, je vais faire avec, mais il reste que pour la cohésion du mouvement souverainiste, je pense qu'elle devrait quitter, parce qu'on voit bien qu'elle n'est pas capable de faire... Tu sais, la qualité d'un chef, c'est de faire travailler le monde ensemble. Et s'il n'est pas capable, ben là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Elle n'est pas capable. C'est out, exactement. Donc, bon, ben c'est ce qui se termine l'émission ce soir. Carl, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à Alexis Cossette-Trudel. Merci à Éric Dubé. Et merci aussi à Éric Dubé. Et merci aussi à Jean-Marc Drolet qui a fait la mise en onde de l'extérieur. Et bon, on va se reparler, nous, demain soir à partir de 21h30. Parce qu'en principe, Martin-Joseph Lamontagne va avoir son émission Tout le monde me parle à 20h30 et à 19h15 environ. Les demandes spéciales en compagnie de Jean-Marc Drolet qui va nous animer ça jusqu'à 20h, 20h30. Donc, soyez-y, mesdames et messieurs. Et je vous rappelle que mardi soir, on va avoir à 21h30 Félix Pinel, ex-candidat à la chefferie du Bloc québécois, qui n'a pas pu se présenter pour des raisons techniques. Il va tout nous expliquer ça mardi soir prochain, 21h30. Donc, rendez-vous demain. 19h, les demandes spéciales, 20h30, pas les chiens fous, mais tout le monde me parle avec Martin-Joseph Lamontagne. Et tout de suite après, je vais suivre avec votre journal du soir. Merci, Carl, encore une fois. Et à demain, tout le monde. C'était le journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.